Est-ce que vous avez envie qu'on se retourne sur votre marque ou bien qu'on l'oublie? Ce que j'admire, c'est les marques, les DNVB. Je suis passionnée des Digital Native Vertical Brands. Et ce sont des marques qui, en fait, sont nées sur le digital et qui m'inspirent tous les jours parce qu'elles parlent aux consommateurs, en fait. Dans les grands groupes, on a certainement peut-être oublié qu'on avait les consommateurs en face. Bonjour et bienvenue sur Aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui on va parler de positionnement, on va parler de stratégie de contenu, on va voir comment émerger sur un marché avec un positionnement clair et avec une stratégie de contenu qui déchire. Pour ça, je suis accompagné de Cynthia Decamp, une experte que je vais te présenter juste après ces petits mots sur notre partenaire. Notre partenaire, c'est bien évidemment Factory 5.42. C'est le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse. Et c'est chez eux qu'on filme ce talk show. Voilà, Cynthia, je te propose de trinquer. Ça marche. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Pour te présenter très rapidement, après tu le feras bien mieux que moi, tu as quand même une énorme expérience dans la communication, dans le marketing. 17 ans en agence chez TWA, chez Publicis, chez McCann et chez des annonceurs comme Samsung, Pierre Fabre. Donc tu connais très bien ces problématiques de marque-là. Et maintenant, tu es à ton compte, tu es consultante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Eh bien, je suis consultante en marketing stratégique et je suis spécialisée en fait dans les marques. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les marques, c'est ce qu'elles dégagent, c'est comment elles se font comment elles font pour émerger, comment elles font pour survivre aussi parmi les trends, les tendances dans le futur, dans le temps. Donc, c'est ce qui me passionne et ce qui m'habite. Et c'est pour cela que je suis en fait consultante. Ok, bon, super. Écoute, on va d'abord parler de positionnement avant de parler de stratégie de contenu. Mais d'abord, un positionnement, à quoi est-ce que ça sert ? Un positionnement, c'est ta position, ta place sur le marché. Et c'est surtout la place que tu prends dans l'image et la tête des consommateurs. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te démarquer grâce à ton positionnement, tu vas pouvoir émerger, tu vas pouvoir te faire connaître et tu vas pouvoir du coup créer ton espace, ta place. Ok, d'accord. Donc le but, c'est d'avoir vraiment un espace quasiment dans la tête des gens quand on pense à quelque chose, à un sujet. C'est vraiment d'avoir un espace réservé pour ta marque, c'est ça ? C'est ça. Et surtout, moi, j'essaye de travailler sur des marques avec de l'émotion, puisque en fait, on se souvient peu de toutes ces marques tant qu'elles ne nous ont pas touchés au cœur et qu'elles ne nous ont pas fait vivre une expérience, en fait. Ouais. Donc, les marques froides, les marques corporate, les marques institutionnelles, ça existe. Mais moi, je travaille plutôt sur des marques qui ont une âme, des marques qui est au plus proche des consommateurs et qui va parler aux consos, qui va être user-friendly, qui va parler de la vraie vie, en fait, de l'usage utilisateur, des fonctionnalités, et qui va plutôt rendre service aux clients que parler que d'elle-même, en fait. Ok, d'accord. Bon, très clair, je vois. On en reparlera de tes marques favorites et des exemples que tu vas prendre. Je te propose qu'on commence par la base et qu'on voit un petit peu la méthode pour créer son positionnement. Ça marche. Alors, comment on fait déjà pour travailler dans le marketing, pour étudier son positionnement ? On va travailler sur l'étude du marché. On étudie son marché, on vérifie en fait ce que font d'autres marques. Donc, on va essayer de trouver forcément 2-3 exemples. Ça peut aller jusqu'à 5-10 exemples de marques. Et déjà, se les positionner, essayer de trouver leurs forces, leurs faiblesses. Donc, moi, je travaille toujours sur un SWOT de la marque. Donc, on a une analyse vraiment externe et une analyse interne. Ce que j'aime faire aussi, c'est de faire des questionnaires pour aller vraiment au contact des consommateurs de la marque et savoir qu'est-ce que vous pensez de cette marque, pourquoi vous l'achetez, comment vous l'achetez, à quelle fréquence vous l'achetez. Donc cette étude consommateur, elle va me nourrir pour que je puisse comprendre vraiment ce qui fait la différence de cette marque sur le marché par rapport à ses concurrents. Ok, typiquement les consommateurs, tu vas aller les trouver où ? Alors les consommateurs, je vais demander du coup à mon client de me donner des contacts. Je les appelle, je fais des interviews, j'ai un questionnaire et du coup, je peux faire du B2B ou du B2C. Et je vais au contact vraiment des consommateurs, que ça soit par des questionnaires Google Forms, soit par des questionnaires vraiment téléphoniques. Ok, super.
Ça, pour les personnes qui veulent reproduire cette méthode-là, pour trouver un bon échantillon, B2B et B2C, c'est quoi? Alors, l'échantillon, c'est toujours la problématique, bien sûr. En général, il faut du volume, mais j'ai pas envie de faire peur aux petites marques qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une grosse étude consommateur. Un bon panel, c'est 300 personnes, mais si vous arrivez à faire 30, c'est-à-dire 10 fois moins, vous serez vraiment très bien servi. Et si vous avez peu de temps, peu de moyens, faites 10 personnes, interrogez 10 de vos consommateurs, des anciens clients à vous, des consommateurs fréquents, des gens qui sont revenus, des gens qui sont partis, essayez de comprendre en fait pourquoi, quels sont les leviers, quels sont les freins, qu'est-ce qui a fait qu'elles ont racheté votre produit ou votre marque, et du coup vous allez comprendre au mieux en fait pourquoi vous existez sur le marché en fait, vous avez rendu service. Ce qui fait vraiment votre différence par rapport aux concurrents. Est-ce que c'est un critère de qualité? Est-ce que c'est un critère d'accompagnement? Est-ce que ça va être un critère de prix? Voilà. Tout ça, c'est pour comprendre comment vous êtes sur le marché vis-à-vis des concurrents. D'accord. Ok. Donc, on va étudier les concurrents pour comprendre un peu, on va étudier nos consommateurs pour comprendre quels avantages on peut mettre en place, enfin, en lumière vis-à-vis des concurrents. Ouais, surtout pour analyser. Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, une fois qu'on a fait cette étude, c'est un peu un audit 360 sur le marché, les concurrents et nous. On va faire un mapping concurrentiel pour essayer de se dire où est-ce que j'ai de la place, moi, face à cette concurrence et ce marché. Où est-ce que je vais me mettre? En abscisse, en ordonnée, du coup, on va décider de critères et on va se placer sur le marché. En général, bien sûr, on se place en haut à droite, là où il y a le plus de valeur. Et du coup, une fois qu'on a écrit cette idée de positionnement, on va définir sa vision, sa mission et ses valeurs. Okay. Donc, on a tous une idée de notre vision, notre mission et nos valeurs. En fait, il suffit juste de réfléchir et de se dire, mais qu'est-ce qui nous habite quand j'ai créé cette marque? Pourquoi je l'ai faite? C'est le fameux why de Simon Sinek, c'est-à-dire penser en fait qu'est-ce que j'apporte à l'utilisateur, pourquoi j'existe, et souvent c'est dans les tripes en fait. Et c'est bien plus profond que juste une fonctionnalité. Ok, d'ailleurs, d'accord. Je te propose qu'on prenne un exemple pour illustrer justement tout ce que tu viens de dire. Une marque que tu as accompagnée ou pas d'ailleurs, et qu'on voit un peu comment est-ce que, tu vois justement, comment est-ce que tu t'es positionné par rapport aux concurrents, donc sur quels critères, et c'était quelle vision, quelle mission, quelle valeur finalement, plutôt que des définitions un peu vagues, plutôt appliquer ça à des exemples. Ça marche. Alors, j'ai pas accompagné Tesla, mais je trouve que Tesla, c'est un bon exemple qui peut parler à tout le monde. Tesla, ils ont une ambition, c'est sûrement de révolutionner en fait le développement durable, d'accord ? On y croit ou pas, mais en tout cas, c'est leur grosse mission. Et du coup, leur vision, c'est d'avoir un monde, on va dire, sain, avec un développement durable vraiment partout, quoi. Avec le progrès surtout. Et donc ça va être vraiment leur vision. Ils imaginent un monde nouveau, propre, sain et dans l'évolution. Ouais. Et donc leur mission, ça va être quoi? Ça va être de créer, d'accompagner le changement, le progrès, la technologie. Du coup, la technologie est vraiment leur moyen pour les hommes et les femmes de cette planète. Donc ça, c'est vraiment la mission et la vision de Tesla. Et du coup, ils vont véhiculer des valeurs. Donc, c'est le troisième pilier sur lequel on travaille. Les valeurs, c'est quoi? Ça va être les valeurs de Elon Musk. Alors, je ne les connais pas forcément, mais du coup, ça peut être la générosité, ça peut être l'évolution, ça peut être des valeurs humanistes. Voilà. Et donc, en fait, vous allez mapper sur votre travail, vous allez mapper vos valeurs, que vous allez incarner et qui sont naturelles. Hein. Voilà. Et que vous allez communiquer au travers de tous vos contenus où on doit sentir en fait ces valeurs qui font partie de votre personnalité. D'accord. Donc en fait, toute la communication de ta marque doit passer par ce filtre des valeurs, quoi. Ah oui, bien sûr. En fait, pour moi, c'est pour ça que la guerre que je fais, moi, c'est la guerre contre les marques corporate qui se sont oubliées, en fait, qui existent, mais qui n'ont pas d'âme. Et ce que je veux vraiment, c'est incarner des marques, aider à incarner des marques qui sont passionnées, en fait, parce que c'est comme ça qu'on va exister, qu'on va émerger. C'est avec une personnalité, c'est avec prendre sa place, en fait. Être soi,
crée sa marque avec des vraies ambitions, des vraies valeurs, en fait. C'est comme ça que les gens vont s'attacher à vous et on va créer une communauté autour de nous, de nos valeurs. Quand je vois une marque comme Juliette, que j'affectionne énormément, Juliette, ce sont des cosmétiques éco-responsables, eh bien, c'est 2 fondateurs qui se sont retrouvés sur une plage avec leur petite fille un été. Ils ont vu des déchets partout sur la plage et leur petite fille a dit « Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des bouteilles de plastique partout dans l'eau ?» Eh bien, on leur a dit bah ouais, c'est malheureusement l'état de la planète en ce moment. Donc, ils ont créé une marque qui, du coup, crée une nouvelle façon de consommer des cosmétiques sans plastique, rechargeables, etc. Et ça, ils ont des valeurs, respect de l'environnement, par exemple. Et moi, je vais m'attacher à cette marque parce que, en fait, elle a les mêmes valeurs que moi et elle a le même combat que moi. Okay. Alors qu'on parle juste d'une fonction simple qui est de laver ou shampouiner ou voilà. Donc on n'est plus du tout sur l'ère de la fonctionnalité, on est sur l'ère des valeurs. Ouais, c'est ce qui permet en fait, quand on a le même produit que tout le monde finalement, au fond, d'attirer certaines personnes juste parce qu'en fait on a ce positionnement-là, on a ces valeurs-là et donc on va attirer les personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Exactement. Voilà. Et il n'y aura même pas de débat, même si c'est un peu plus cher. Exactement. Ouais, bon, totalement. Très bien, et ben, du coup, comment est-ce que du coup, après, on transpose ça dans notre com? Alors, dans la communication, une fois que vous avez vraiment travaillé sur cette stratégie de marque qui est votre positionnement, votre plateforme de marque, vous allez travailler sur une stratégie de contenu. Moi, ce que je fais, c'est que j'établis en fait des piliers de communication. En général, j'en prends 4 ou 5 et je me dis, voilà, c'est une marque qui a besoin d'exprimer, par exemple, son savoir-faire. Donc, ça va être un pilier. Okay. Le deuxième pilier, ça va être, par exemple, l'actualité. L'actualité, on a tous une marque, a une actualité, fait des choses, sort des produits, etc. Donc, ça va être son actualité. Je fais un 3e pilier, ça va être, par exemple, les ressources humaines, les talents. Les gens qui habitent, qui vivent dans la marque, qui font vivre la marque, donc les RH. Et donc voilà, etc. Et donc ces piliers, je vais les nourrir. Donc c'est-à-dire que je vais créer un calendrier éditorial qui, chaque mois, va être composé de plusieurs posts ou plusieurs communications qui vont alimenter chaque pilier. Donc je vais faire des posts qui vont alimenter la partie RH. Je vais faire des posts qui vont alimenter le savoir-faire, l'expertise, et d'autres sur l'actualité, okay, pour vous donner l'exemple. Et là, je vais répartir pour que ça se chevauche bien et que ça soit équilibré. Il y a des marques dont tu trouves qu'elles font extrêmement bien ça? Alors, les grosses marques le font bien. Moi, ce que j'admire, c'est les marques, les DNVB. Je suis passionnée des Digital Native Vertical Brands. Et ce sont des marques qui, en fait, sont nées sur le digital et qui m'inspirent tous les jours parce qu'elles parlent aux consommateurs, en fait. Dans les grands groupes, on a certainement peut-être oublié qu'on avait des consommateurs en face, puisqu'on parle que du produit. On ne parle pas aux consommateurs. Donc les Digital Native Vertical Brands, elles ont cette facilité à communiquer à leur communauté directement. Et c'est comme s'il n'y avait pas de secret entre la marque et eux. Et c'est ça que j'aime, cette proximité. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, du coup? Je vais reprendre Juliette parce que c'est vraiment pour tirer un peu le fil jusqu'au bout. Juliette va vous parler du pilier RH. Donc le fondateur va pouvoir vous montrer que lui, il est pour le new way of working, c'est-à-dire qu'il prend ses employés et leur dit vous pouvez travailler quand vous voulez, du lundi au dimanche, c'est vous qui choisissez vos horaires, c'est vous qui travaillez en télétravail ou d'où vous voulez. Donc déjà, ça, c'est un pilier. En fait, il alimente ce pilier en disant en fait, c'est une marque qui a des super valeurs, un peu futuriste, qui a envie de travailler dans un bureau aujourd'hui, peut-être de moins en moins. Donc lui, il révolutionne un peu le marché déjà au niveau RH. Ensuite, il va parler de ses produits, mais il va surtout aussi mettre en valeur les usages utilisateurs, la communauté. Donc voilà, on est vraiment sur une... Pour moi, les codes sont totalement respectés de communication. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de DNVB qui sont très souvent avec un positionnement très fort et qui font beaucoup de contenu, souvent vidéo d'ailleurs. La vidéo est un média très, très utile, un format très utile, et qui sont présents
sur LinkedIn. LinkedIn est la plateforme où les marques doivent exister. S'il vous plaît, venez sur LinkedIn. Pourquoi je le dis ? Parce qu'en fait, je vois toutes ces publicités corporate de ces groupes, de ces grandes marques qui font les publicités. Quand je dis publicité, ils sont en organique. Ils ne mettent pas de paid media, mais ils sont visibles en fait sur leur LinkedIn en commençant leur post par notre produit va permettre de hydrater votre peau et etc. Mais vous êtes où ? C'est fini le marketing comme ça. Ouais. On doit commencer par l'insight consommateur. À quel besoin vous répondez ? Parlez à votre communauté, soyez proche, soyez beaucoup plus direct en fait. Ouais. Les gens vous attendent là-dessus. Moi, il y a une marque que j'aime beaucoup, c'est une start-up qui est dans l'investissement immobilier partagé. Ouais. Enfin, ils s'occupent de te trouver des biens, etc. pour faire du locatif. Ça s'appelle Mastéos. Et sur Instagram, donc, pour eux, ils cherchent des personnes qui veulent investir dans l'immobilier. D'accord. Alors, et donc pour eux, en fait, ce qu'ils font, ils font des reels sur Instagram où ils donnent en fait les meilleurs quartiers où investir, avec quelle fourchette de budget et quelle perspective d'évolution par ville. Et je trouve ça super parce qu'ils apportent exactement l'information que veulent leurs cibles, sans parler de Mastéos au fond, absolument pas. Et voilà, sur un plateau. Ben en fait, tu as dit exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils parlent à leurs consos, ils pensent à eux en premier. En fait, une marque, pour moi, bien sûr qu'elle est fonctionnelle, puisqu'elle répond à un besoin consommateur, mais il faut oublier cette partie-là. Je pense qu'une marque doit exister en communication selon 3 critères. Soit elle est là pour divertir, c'est l'entertainment, faire rire. Par exemple, Oasis avec les fruits, elle est là pour divertir, clairement. Pourtant, on est là pour boire un jus, etc. Mais non, Oasis a pris son positionnement grâce à l'agence Marcel. On est sur la gaieté, la joie, les émotions de ces fruits. D'accord ? Soit on est dans l'entertainment, soit on est dans le savoir, l'éducationnel, etc. Soit on est éducatif, donc, mais il faut trouver vraiment un ton. Donc le tone of voice, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça fait partie du travail qu'il faut absolument faire, c'est se dire quand je prends la parole, est-ce que je tutoie ? Est-ce que je suis sympa ? Est-ce que je suis un coach ? Est-ce que je suis un donneur de leçons ? Est-ce que je suis familier ? En fait, trouvez votre tone of voice, votre ton, et gardez surtout cette tonalité tout au long de vos contenus pour être cohérent. Parce qu'on peut utiliser le critère éducatif dont je vous parlais, mais avec un ton hyper fun, familier, sympa, etc. Il y en a plein qui le font. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant que le descendant... Oui, ça va être la différence entre Academia et, par exemple, un autre truc un peu plus corporate. Voilà, totalement. En fait, c'est choisir vraiment une personnalité de marque. Moi, il y a quelque chose... Enfin, il y a une typologie de marques qui, je trouve, le font très bien. Elles en sont obligées. Et on s'en inspire pas beaucoup dans le marketing, alors qu'on devrait. C'est les marques de la mode. Ouais. Parce qu'en fait, elles vendent toutes plus ou moins les mêmes bouts de tissu, coupés à peu près pareil, dans à peu près les mêmes matières, mais elles doivent créer un univers. Ouais. Elles doivent créer un univers, une espèce de mythologie auquel on peut s'identifier. Et en fait, chacune a un peu sa personnalité. Il y en a qui sont plus froides, il y en a qui sont plus familiales, il y en a qui sont moins chaleureuses, et d'autres qui sont plus hautaines, volontairement. On retrouve ça un peu dans l'automobile aussi. Mais c'est pour ça qu'il y a pas mal de photos qui viennent de Jacques Mus, parce que c'est vraiment un narrateur. Et c'est quelqu'un qui a pris le tone of voice, justement, de la famille. Il va te dire, le sac, il s'appelle Chiquito, parce que en Corse, ça veut dire bébé. J'ai toujours entendu ça. Et je trouvais qu'il était petit. Et il y a toujours sa maman au défilé. Et elle est interviewée par la presse. Bref. Mais là, tu as dit exactement ce qu'il fallait. C'est la personnalité. C'est ça. Et du coup, je voulais rebondir là-dessus. Célio a failli mourir il n'y a pas longtemps. Ouais. Fermer la boutique, quoi. Ça aurait pas été plus mal. Ouais, mais on est dans la mode. Et là, tu me disais, voilà, la mode, il peut y avoir des choses sympas. Si on regarde, en fait, leur plateforme de marque, ils ont totalement changé les codes, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ils ont finalement, leur mission, c'est d'habiller tous les hommes de la planète, on va dire, de manière cool et tranquille. Et du coup, ils ont
en fait, cette vision qui est, en fait, la mode, c'est pas forcément l'image statutaire qu'on a, l'image totalement, de la mode, finalement. Et donc, c'est l'homme de tout le monde. N'importe qui peut s'habiller. L'homme casual, l'homme de tous les jours. Exactement. Et en fait, cette campagne qu'ils ont fait, qui est sortie, il me semble, il n'y a pas très longtemps, c'est Binormal, en fait. Leur signature, c'est Binormal. Ouais. Soyez vous-même, en fait. Et donc, elle est incarnée par cet homme qui est un peu gros, qui a pris un peu de poids pendant le confinement, qui a mangé un peu des barbecues, qui s'est fait plaisir. Et en fait, c'est monsieur tout le monde. Bah ouais, et il a le droit de porter un t-shirt et un jean un peu large, etc. Donc, il habille, et on arrive avec cette mission, ils arrivent à habiller monsieur tout le monde. Ouais. Voilà. Et ça, en fait, c'est avoir une proximité avec ses consommateurs, c'est répondre aux besoins des consommateurs qui disent, en fait, les dictats de la société et de la mode, c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de m'habiller, point barre. Et c'est pas grave si j'ai pris quelques kilos pendant le confinement. Ouais. Donc en fait, j'aime beaucoup ce rapport à la marque où la marque est très proche et respecte le consommateur. Ouais, totalement. Mais alors, ça c'est quand on est un peu un insider de la marque, quand peut-être on travaille dans la marque déjà, et donc on connaît les codes du domaine, on connaît justement cet homme normal, on l'est peut-être aussi. C'est pour ça qu'on arrive à lui communiquer aussi bien. Ouais. Mais toi, en agence, j'imagine qu'aujourd'hui, tu choisis tes clients comme tu le veux. Mais en agence, j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Et que même si toi, t'as pas mal parlé de cosmétiques, tu t'y connaissais bien en cosmétiques, et tu connaissais un peu toutes les inside jokes, un peu les cordes sur lesquelles tirer pour faire réagir le public. Et on t'a collé un client dans l'automobile, ou dans l'astrophysique, ou dans les télescopes. Et toi, tu n'avais jamais calculé ce monde-là de ta vie. D'accord. Comment est-ce que on peut s'acculturer à ces domaines-là pour avoir un tone of voice, une communication pertinente? En fait, en agence, on navigue. Enfin, moi, j'étais directrice de clientèle, donc on navigue entre les créatifs et le planning stratégique toute la journée. Et du coup, les créatifs, ils sont là pour créer des nouvelles campagnes, mais il faut les nourrir. Et le planning stratégique, il est là pour détecter les tendances et être stratégique. Du coup, on acquiert en agence une méthodologie, un mindset qui est à la fois être créatif et à la fois être stratégique. Et derrière, on peut l'appliquer toute sa vie, le décliner toute sa vie. Donc j'arrive, j'ai un nouveau client, j'ai mes automatismes, j'ai ma méthodo. Et peu importe si c'est un client d'un univers que je ne maîtrise pas, je vais le maîtriser parce que j'ai une méthodo. Et la méthodo, ça va être des automatismes d'aller benchmarker la concurrence, d'aller étudier le consommateur, d'aller lire tous les contenus sur les réseaux sociaux, bien entendu, sur le site internet. Je vais m'abonner à la newsletter. Je vais forcément regarder les trends sur Google. Donc, on est à l'ère d'Internet, ça va tellement plus vite maintenant. Avant, en agence, ils faisaient des piges, il y avait des classeurs, t'imagines le truc? Là, c'est beaucoup plus rapide. Donc, il y a un truc que je fais aussi, c'est que souvent, je vais vivre l'expérience. Par exemple, si je dois aller travailler pour une marque, je vais me rendre dans, je sais pas, à la Fnac et je vais aller faire un test, tu vois. Vendre des micros. Ouais, un crash test, tu vois. Et des fois, je prends ma caméra, des fois, je prends mon dictaphone, tu vois, mon téléphone et j'enregistre pour voir quelle a été mon expérience, qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour cette marque. D'accord. Okay. Ouais, si t'as un restaurant, par exemple, italien ou canadien, par exemple, qui fait de la bouffe typiquement canadienne, tu vas aller dans tous les restaurants canadiens de la ville pour voir un petit peu l'ambiance, tu vas parler au chef. J'ai pas eu encore de restaurant comme client, mais pourquoi pas, en effet... pour aller prendre un petit menu. Ouais, ça serait bien. J'ai eu par contre des tacos. Et donc, on a été manger les tacos. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, tu m'as parlé d'une formule magique quand on s'est parlé un peu plus tôt par rapport à la stratégie de contenu. Ça a suscité ma curiosité. J'ai envie de la connaître. Est-ce que tu peux nous la partager? Tu veux parler de l'effet waouh? Oui. Comment créer l'effet waouh? L'effet waouh, en fait, c'est tout simplement adopter la méthodologie que j'utilise, c'est-à-dire ce qu'on a vu avant, mais bien sûr travailler en one-to-one, personnalisé. Et c'est
l'effet waouh, c'est un résultat. C'est-à-dire que si personne se retourne sur votre marque, bah, c'est qu'il n'y a pas d'effet waouh. Si vous avez fait du bad buzz, il n'y a pas d'effet waouh. On a vu là dernièrement, Mercedes a sorti un dernier SUV et a fait une publicité en disant on révolutionne le développement durable. Vous avez un 4x4 de 2000 kg et il révolutionne vraiment l'écologie. Bon, ça a fait greenwashing et donc là, on se dit, bon, bah là, ta stratégie, c'est pas l'effet waouh. C'est-à-dire que quand on réfléchit, on étudie son marché, on voit les trends, bah, on se permet pas de balancer son produit comme ça. C'est pour ça que je disais que le marketing des marques, il est fini. Aujourd'hui, on fait le marketing pour les consommateurs et donc on doit les écouter, savoir ce qu'ils veulent. Sinon, on se fait censurer. Et d'ailleurs, tant mieux, hein, parce qu'on est parti en fait des marques qui avaient le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir au consommateur. Il est roi. Il a eu Yuka dans les mains. Il a la e-réputation des marques en main. Donc aujourd'hui, il faut faire des marques pour les consommateurs. Et donc l'effet waouh, c'est quand on réussit sa stratégie, qu'on met en place toutes ces actions coordonnées, que tout est cohérent et que sur toutes les touchpoints, je dis un message cohérent, adapté à ma cible. Et je ne parle pas que de moi, je parle surtout pour le consommateur. Ok. Bah ça, si vous voulez creuser un petit peu ça, il y a une marque qui fait très 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 bien ça, qui est une DNVB justement. Enfin non, pas du tout, absolument pas. C'est pas du tout une DNVB, mais c'est La Vie, les lardons, lardons végétaux. Et alors là, ils arrivent à faire aimer les lardons végétaux à des gens qui mangeraient, qui sont absolument pas pour ce genre de choses. Voilà. Mais en fait, ils font tellement de com, ils ont tellement un ton bien adapté, toujours, et sur LinkedIn d'ailleurs, t'en as parlé. Ils arrivent à vendre des lardons sur LinkedIn. La Vie, c'est un bon exemple. Merci de l'avoir apporté. La Vie, ils font des lardons. Je crois que c'est biologique. En tout cas, ça doit être dans cette même veine-là. Et en fait, ils ont un tone of voice qui est à la base de leur stratégie. C'est-à-dire qu'ils sont impertinents. Ils sont là pour aller déranger. Ils sont là pour aller taquiner les lobbyistes, en fait. C'est ça. Donc, oui, ils ont trouvé leur place sur le marché et ils grignotent des places comme ça grâce à leurs valeurs qui sont très très fortes, ils sont très engagés, grâce à leur mission qui est de libéraliser en fait cette consommation on va dire du végétal, en nommant même des lardons. Le mot lardon, ils ont eu du mal, hein. Mais voilà, leur mission est vraiment claire, leur vision est super claire, leurs valeurs aussi, leur tone of voice. Donc voilà, stratégie en place, on peut se lancer. Tout est cohérent. Ouais, c'est ça. Ils taquinent. Il y a eu un endroit, un quartier aux Pays-Bas, je crois, où on n'avait plus le droit de faire des pancartes publicitaires pour de la viande. Et ils ont mis une pancarte publicitaire avec leur lardon, du coup, en disant « Oh, enfin, plus de viande sur les panneaux publicitaires », alors que tu avais 2 gros morceaux de lardon. Mais quand on lit, c'est des lardons végétaux. Bien sûr. Donc voilà, c'est très impertinent. Et ça, toujours dans le même ça, c'est une marque qui est intéressante. Voilà. Et c'est la seule marque de lardon dont on entend parler, d'ailleurs. Et je vais conclure sur l'effet waouh. L'effet waouh, là, on va se retourner sur la marque La Vie. Même si on n'est pas fan du produit, on va finir par s'en souvenir. Peut-être qu'un jour, on l'achètera ou en tout cas, on va le recommander à quelqu'un. Et je ne connais pas leur budget publicitaire, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec une stratégie, on peut aller très loin. C'est pas le budget média. On peut faire une affiche et puis mettre sur le truc sur Twitter. Si c'est viral, c'est viral. Je connais des grands groupes qui ont des gros budgets de communication, qui font énormément, qui dépensent beaucoup en médias, en production de contenu, mais qui ont moins de vues, moins de viralité, tout simplement parce qu'en fait, soit ils se sont éparpillés, soit ils n'ont pas été stratégiques, soit ils n'ont pas parlé à leurs consommateurs, soit ils n'ont pas suivi les codes des plateformes sur lesquelles ils sont. Ouais, totalement, c'est sûr. Écoute, c'était très clair tout ça. On a été super concis en plus. C'était voulu pour cet épisode. Vous nous direz en commentaire si ça vous plaît, des épisodes plus courts, plus condensés. Là, on a fait la moitié de ce qu'on fait d'habitude. Mais on va quand même faire les petites questions de la fin. Voilà, moi j'ai une question que je pose maintenant, que j'ai un peu volée honteusement, mais tu m'en veux pas. C'est, est-ce que tu as un petit peu des coachs de vie, des personnes qui t'ont inspiré et un peu changé finalement ton comportement? Ça peut être en ligne ou vraiment des personnes que tu as connues.
Alors en fait, moi je suis indépendante depuis 2021 et j'ai été mais impressionnée par le collectif de freelance, la Collab. Mm. C'est un collectif qui vraiment fédère tous les freelanceurs de France, à Toulouse, à Marseille, à Paris, à Lyon, en Belgique, en Espagne. Et du coup, qui a pour objectif d'aider les freelanceurs à exister et à émerger, et surtout en fait à être des experts dans le marketing digital. Donc là, pour moi, ça a été une vraie révélation parce que ils nous accompagnent. J'ai été un peu dans leur incubateur qui s'appelle Neolab et qui nous permet, en tant que freelancer, de démarrer avec des méthodes, des outils et puis un esprit collaboratif. En fait, on travaille ensemble sur des projets entre freelancers. Donc ouais, si je peux dire j'ai un coach de vie, c'est plutôt j'ai découvert que en fait, quand tu te lances en indépendant, t'es pas forcément seul et tu peux vivre en collectif. Ok, donc pas de personne en particulier. Et après, en business coach, je recommande Floriane Bobby, qui est vraiment chouette et qui a une vision très business, qui peut accompagner les business à vraiment croître et à se structurer. Ok, tu peux nous partager un petit conseil qu'elle t'a donné, qui t'a bien marqué Ben, nous, par exemple, on a travaillé sur des OKR. C'est un concept que j'avais mis en place pour des clients cette année. Et en fait, on en avait parlé dans une séance. Et elle m'a dit, bah, moi, je le fais aussi pour moi, je vais te montrer. Et donc, on a échangé nos bonnes pratiques mutuellement. Et du coup, des OKR, ça veut dire qu'on va mettre des Objective and Key Results pour chaque action qu'on va faire. C'est-à-dire, j'ai une stratégie, je dois par exemple sortir une newsletter dans 3 mois. Donc ça, c'est bien sûr mon résultat. Et comment je vais faire pour atteindre ce résultat? Je vais collecter des adresses email, je vais créer un template de newsletter, je vais faire des brouillons pour essayer de savoir sur quoi je vais parler, etc. Donc tu mets des actions en place et ton résultat, bien sûr, il doit être chiffré. Donc tu dois lancer une newsletter avec X milliers d'abonnements. Ouais, ça va être l'objectif SMART. Voilà, SMART, exactement. Et du coup, il faut donner une deadline. Allez, on va dire décembre, par exemple. Ok, c'est vrai que ça paraît évident à faire en entreprise, parce que sinon on n'avance pas. Mais quand on est tout seul, c'est pas forcément si intuitif que ça, et on prend pas forcément le temps, et on le suit pas forcément. Donc, mais c'est hyper utile, en fait. On a tous des objectifs à atteindre, et si on se les fixe pas, on va pédaler un peu pour rien, quoi. Ouais, c'est sûr. Prochaine question, est-ce que c'est quoi tes ressources un peu préférées sur la communication, le marketing, peut-être autre chose, des bouquins, des chaînes YouTube, des sites? Alors moi, j'ai découvert récemment, j'ai fait le bootcamp de Nina Ramen, donc je suis une inconditionnelle de Nina. Et du coup, qui est une LinkedIn Top Voice, donc on va dire influenceur, créateur LinkedIn, qui a un super compte avec plein de ressources. Et j'utilise aussi Notion. Donc je suis devenue vraiment passionnée par Notion, qui est un outil qui est fantastique, qui est accessible à tous et qui permet d'être super organisé, de pouvoir ranger vos contenus, de faire votre calendrier éditorial. Donc super outil. Ça, totalement. Moi, j'organise toute ma vie sur Notion, mais vraiment tout. Donc, ça, si vous voulez qu'on fasse un petit live, parce que moi, je connais quelqu'un qui a un super template Notion de calendrier éditorial, fait ses articles de blog, ses posts, tout est centralisé, il y a des deadlines, il y a des vues Kanban. Si vous voulez qu'on fasse un live LinkedIn où on parle que de ça, ou YouTube, vous nous dites. Et voilà. Ok, donc Notion, Nina Ramen. Super outil, quoi. Super outil. Ouais. Et je pense que Notion, c'est un peu, là, les gens se rendent peut-être pas compte, mais c'est un peu comme l'iPhone, quoi. Oui, totalement. Oui. C'est une révolution, en fait. Tout le monde va l'adopter, ça va être super. Enfin, c'est tellement pratique. Ils ont révolutionné un peu le travail et la gestion de données en ligne, clairement. Vous pouvez aller voir la chaîne d'Ali Abdal et de Shubham Sharma en français, qui sont deux superbes portes d'entrée vers le monde de Notion, si jamais. Tu me parlais de bouquins, et du coup, j'avais bossé, du coup, ma première agence, c'était une agence du groupe TBWA,
Et forcément, Jean-Marie Dru, le directeur, le fondateur de TBWA, a écrit La disruption, donc le concept de la disruption. Donc j'avais lu son bouquin, bien entendu, qui était comment disrupter un marché, comment disrupter une marque, en cassant les conventions et en prenant une autre place, en fait. Ouais. En disruptant, c'est-à-dire faire un saut créatif. Et on va passer, par exemple, du café de Nespresso. C'est juste du café, en fait. Mais non. On est passé sur vivre une expérience statutaire. Ouais. Ça, c'est un saut créatif qui fait qu'on disrupte le marché, on crée une vraie expérience avec des points de vente, avec des capsules. Et c'est statutaire parce que du coup, je prends un café Nespresso, c'est classe, c'est statutaire. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ils ont pris vraiment leur place comme ça. C'est vrai, totalement. Ouais. C'est un bon exemple. Bonne stratégie, ouais. La disruption, donc. Écoute, j'ai ma dernière question que tu as sûrement un peu anticipée. C'est si tu devais inviter quelqu'un dans ce podcast, qui est-ce que tu inviterais ? J'ai envie d'inviter du monde chez toi. Eh bien, vas-y, je t'en prie. Je commencerai par la collab. J'aimerais bien que tu invites Célia Chauvet et Laura Stolniski, qui sont du coup les fondatrices de la collab, ce collectif de freelance. Ce serait bien aussi que tu puisses inviter Nina Ramen. Ouais, pourquoi pas. Carrément. Ouais, Nina Ramen, ouais. C'est vrai que on la voit vraiment partout. Ouais, elle est forte. Et Laura, c'est vrai que j'en entends parler, vu que je suis à Toulouse ça serait bien de... J'en entends un peu parler aussi, et c'est super intéressant. Bon, écoute, Cynthia, est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on chine pour conclure cet épisode ? Je vais poser en fait une question. Est-ce que vous avez envie qu'on se retourne sur votre marque ou bien qu'on l'oublie ? Et du coup, si vous répondez que vous avez envie de vous démarquer, d'exister sur votre marché, prenez l'effet waouh et puis abonnez-vous, surtout. Si on veut te contacter... Ouais, sur du coup LinkedIn, sur Wonder Strategy. Après, c'est vrai que je travaille plus sur ma marque personnelle, Cynthia Decamp. Et j'ai un petit conseil, c'est aussi de suivre Clément et l'Aftermarket. Abonnez-vous. Et si vous voulez, du coup, on a mentionné pas mal de marques, pas mal d'OP qu'ont fait les marques. Donc ça, si vous voulez suivre ces actualités-là, pour en être informé et en tirer vos petites conclusions, il y a deux choses. Il y a les actualités de Cynthia sur LinkedIn. Elle partage ça en carrousel. Et vous avez aussi ma newsletter, la Gazette du Market. Ça marche aussi. Top. Voilà, je te propose de chiner. Ouais, merci pour l'invitation et ton professionnalisme, franchement. On est super ici, on est hyper bien accueillis chez toi, écoute, à l'Aftermarket. On sait produire des talk shows. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Cynthia. J'espère que tu as aimé le regarder autant que moi. J'ai aimé passer ce moment avec Cynthia. Moi, j'ai passé un super moment. Si tu veux le résumé écrit de l'épisode, tu peux aller sur le site. Le lien est en description. Tu auras la page avec tous les liens que Cynthia a mentionnés. Et tu as la newsletter avec le résumé écrit de tous les épisodes. En fait, il commence à s'être dit des choses intéressantes sur ce canapé. Donc ça vaut le coup. Voilà, à la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Aftermarket.